Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et bon lundi midi tout le monde, bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne en co-animation à Côte-Nord Attitude. Bonjour Valérie. Allô Jean. Bon printemps. Me semble que c'est vraiment le printemps là depuis hier. T'as raison. On dirait qu'hier il s'est vraiment installé. Puis là, cette semaine, toujours des températures plus hautes que 0 degré. On va l'avoir, Jean. On va passer au travers. Moi, je dis que c'est vraiment le printemps depuis hier parce que je suis allé voir les gens débarquer du crabe à cette île. C'était comme pas mal le début de la saison de pêche au crabe dans notre région moyenne Côte-Nord. Il y avait pas mal de monde qui sont allés voir débarquer du crabe. Hein? C'est une belle activité du printemps chez nous sur la Côte-Nord, bien sûr. La semaine dernière, c'était les crevettes. Ben là, c'est le crabe qui est arrivé un peu partout. On ne parlera pas de crabe ce midi, peut-être un petit peu, oui, aux informations régionales dans quelques instants. Hier, en fait, on était invité à Pointe-Noire par le ministre Pierre Arcan. Il était entouré de 2 PDG de compagnies minières importantes pour l'avenir de cette île et la Côte-Nord. On parle de Tata Steel, qui investit présentement 1,5 milliard de dollars pour son projet DSO à Schefferville. Tout ça va transiter par Pointe-Noire, bien sûr. On parle de Champion Iron qui a créé une nouvelle société là pour son projet au Québec, celui de réouvrir la mine du lac Bloom près de Fermont. Ça aussi, ça va transiter par le port de cette île. Alors, ces 2 compagnies sont maintenant des décideurs à la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Une nouvelle structure, donc, pour la SFP, créée autour de mars 2016, là, il y a 1 an, donc, avec l'acquisition par le gouvernement du Québec des anciens terrains de Cliff, de l'usine de bouletage et de l'accès aux quais multi-usagers qu'on a réglé du même coup. C'est ça, là, quand on parle d'investissement de 100 millions de dollars à Pointe-Noire pour le gouvernement du Québec. C'est pas de l'argent neuf qu'on a annoncé hier, mais on a quand même annoncé une nouvelle structure et aussi qu'on va compléter les travaux pour justement que le quai multi-usager soit disponible, fonctionnel, parce qu'il manque une collection et un convoyeur actuellement. Donc, Pierre Arcan, ministre responsable de la Côte-Nord, ministre des Ressources naturelles, ministre de l'Énergie, était à cette île hier. J'ai fait un petit bout d'entrevue avec lui après cette conférence de presse à Pointe-Noire. On aura aussi la réaction du maire Régent Porlier dans ce dossier concernant cette nouvelle structure autour de la Société ferroviaire et portuaire. On va aussi parler des 10 ans des croisières internationales chez nous. Ça a surpris beaucoup de monde quand on a dit que ça faisait 10 ans la semaine dernière. Hein. Il me semble que je sais pas, ça fait pas tellement longtemps. Hein. Ça fait vraiment 10 ans que Destination Sept-Îles Nakawinanu travaille à accueillir des croisiéristes. On en a accueilli 50 000 en 10 ans, 28 gros bateaux. Ça a été impressionnant, hein. La population, bien sûr, embarqué d'emblée, surtout les premiers. On se souvient du Mazdam, là, il y a 10 ans. C'est impressionnant de voir arriver ça dans la baie de Sept-Îles quand même. On va se rappeler du Queen Mary aussi en 2018, hein. C'est parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour Destination Nakawinanu, là. Une année record. D'ailleurs, on a un plan de match jusqu'en 2022 pour la croissance de l'industrie des croisières internationales à Sept-Îles, Ouachat, Maliotenam. Marie-Ève Duguay est chef d'escale et Manon Langlois est présidente du conseil d'administration de Destination Sept-Îles Nakawinanu. Elles seront avec nous vers 12h25 à Côte-Nord Attitude. Ensuite de ça, on va prendre des nouvelles de ce fameux jardin communautaire au centre-ville de cette île. Oui, le jardin Pousse-Pousse, effectivement. Écoute, ça prend forme, ce jardin communautaire, Jean, depuis 2015 là, que l'idée a germé, si tu me prêtes l'expression, là, sans mauvais jeu de mots. Mais là, il y a un CA qui a été formé, on travaille là-dessus. Et écoute, ça prend tellement forme qu'ils vont avoir un kiosque au Salon du Printemps aux Galeries Montagnaises la fin de semaine prochaine, pas celle-là, mais l'autre d'après, donc les 22 et 23 avril. Et vous pourrez réserver des jardinets. Donc, on va pouvoir jardiner cet été. On va pouvoir en parler avec la présidente, justement, du jardin communautaire Pousse-Pousse. Elle s'appelle Marie-Chantal Govreau.
Bon. Et puis en fin d'émission, on a notre nouvelle chronique le lundi, la nouvelle d'intérêt avec Steve Chapadeau qui sera avec nous et on va parler des avantages de cette nouvelle structure gagnante, la formule multi-usagée qui est mise de l'avant pour la gestion et le développement de Pointe-Noire, de sa société ferroviaire et portuaire. Donc on va expliquer tous les avantages qu'on y voit là pour cette île de cette nouvelle structure annoncée hier par le ministre Pierre Arcan. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. D'abord, il y a la coalition Avenir Québec qui calcule que le délai d'attente varie de 287 à 637 jours pour avoir accès à un médecin de famille sur la Côte-Nord. La CAQ a obtenu des documents en vertu de la loi d'accès à l'information concernant 4148 patients orphelins inscrits au guichet d'accès à un médecin de famille pour la Côte-Nord. Plus de 75% de ces personnes subissent un délai interminable. Le porte-parole de la CAQ en matière de santé, François Paradis, indique qu'un patient de notre région a même attendu 4 ans et demi alors que son cas était considéré urgent. Le député Paradis réclame des comptes à Gaétan Barrette. Il invite le ministre de la Santé à se mettre dans la peau des pères et des mères de familles de la Côte-Nord qui doivent attendre en moyenne 21 mois avant de trouver un médecin de famille. Le Béla-des-Gagnés a pris 30 heures de retard lors de son premier voyage de desserte maritime d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord. Les conditions de glace dans le secteur de Harrington Harbour à Blanc-Sablon sont responsables de ce retard. Le Béla-des-Gagnés a tout de même réussi à desservir l'ensemble des ports sur son trajet en aval. Le navire est attendu au port de Sept-Îles demain soir. Il ne retournera pas à Rimouski afin de rattraper le temps perdu. Il amorcera donc son deuxième voyage de la saison en partance de Sept-Îles mercredi matin. La pêche au crabe des neiges a débuté samedi en moyenne Côte-Nord. Les pêcheurs de Port-Cartier, Sept-Îles et la Minganie subissent une baisse de 20% des quotas comparativement à l'an dernier. Les 53 détenteurs de permis de pêche dans notre région se partagent 3648 tonnes de crabes. La saison dure 14 semaines pour prendre fin le 14 juillet. L'an dernier, la valeur des débarquements de crabes des neiges pour l'ensemble de la Côte-Nord était de plus de 60 millions de dollars. Pour l'instant, le prix versé par les usines de transformation aux pêcheurs est déterminé par une décision du tribunal administratif de la Régie des marchés agricoles du Québec. Les représentants des deux groupes négocient une entente permettant un partage des profits de l'industrie du crabe. La moyenne Côte-Nord demeure une des meilleures zones de pêche au crabe dans le Saint-Laurent, selon les avis scientifiques. Il y a beaucoup de jeunes crabes en croissance dans la zone qui s'étend de Baie-Trinité à Natashquan. La députée Lorraine Richard a eu une rencontre productive vendredi avec des membres du collectif Sept-Îles Agir Avenir. La députée admet que plus le temps passe, plus l'urgence d'agir devient évidente. Elle salue les efforts des intervenants du collectif qui osent se lever pour dénoncer la situation difficile à Sept-Îles. Lorraine Richard s'engage à porter les demandes du collectif Sept-Îles Agir Avenir à Québec. La députée de l'opposition dénonce l'absence de plan de relance économique pour la région. Rappelons que le ministre de Pierre Arcan était de passage à Sept-Îles hier. Il était entouré des présidents, directeurs généraux de Tata Steel Canada et de Champion Iron Mines. Ils ont annoncé une nouvelle entente pour le développement de Pointe-Noire. Selon le ministre Arcan, il s'agit d'un grand pas pour une relance de l'industrie du fer et du plan Nord. Québec reprend la formule multi-usagée mise de l'avant par le port de Sept-Îles dans un nouveau protocole d'entente avec les compagnies minières. Tata Steel et Champion Iron participeront aux décisions concernant Pointe-Noire et paieront les factures en fonction du tonnage manutentionné dans la baie de Sept-Îles. Le ministre Pierre Arcan s'attend à une reprise avec 16 millions de tonnes de fer transitant par Pointe-Noire à partir de 2018. Cette société en commandite se veut un modèle d'affaires novateur qui va permettre enfin un accès avec le moins de problèmes possible. C'est un modèle qui va assurer le maximum de retombées économiques dans la région, entre autres par la voie d'une politique d'achat locale.
Il sera avec nous en entrevue. Pierre Arcan, je lui adresse quelques questions également concernant le quai municipal de Port-Cartier. Il nous parle aussi de l'usine de bouletage à Sept-Îles dans l'entrevue qui s'en vient. Le gouvernement du Québec a fait l'acquisition en mars 2016 des terrains et installations de Cliff-Minwabush à Pointe-Noire. Il a ainsi investi 100 millions de dollars pour régler l'accès au quai multi-usagé du port de Sept-Îles. Les travaux débuteront ce printemps pour l'aménagement d'un convoyeur et la connexion qui manque là pour le nouveau quai à Pointe-Noire, qui lui sera opérationnel à l'automne 2017. La mairesse Violaine Doyle a discuté récemment avec le ministre des Forêts, Luc Blanchette, et le négociateur en chef pour le Québec dans le dossier du bois d'œuvre, Raymond Chrétien. La mairesse de Port-Cartier fait partie du comité sur la forêt de l'Union des municipalités du Québec. Elle salue les engagements du gouvernement du Québec pour protéger les intérêts des communautés forestières, mais exige l'intervention du gouvernement fédéral dans ses négociations d'un nouvel accord sur le bois d'œuvre avec les États-Unis. Violaine Doyle se dit extrêmement déçue de voir que les députés représentant le Québec à Ottawa n'aient pas encore été en mesure de convaincre le gouvernement fédéral de soutenir le secteur forestier. La mairesse demande au premier ministre Justin Trudeau d'agir pour atténuer les impacts néfastes sur l'économie de Port-Cartier. Ça complète ce bulletin d'information régional. Attitude. Le 29 avril prochain, vous êtes conviés à la 27e édition du Gala des entreprises de Sept-Îles, les Météores 2017. 12 prix et 5 mentions spéciales seront attribuées aux entrepreneurs d'ici. L'accueil se fera à 18h. Tapis rouge, cocktail, remise de prix et soirée dansante avec DJ S2. Venez célébrer les entreprises et organisations récipiendaires. Les billets sont à 100 $ plus taxes en vente à la salle Jean-Marc Dion. Pour réservation, faites le 418-962-0100 ou achat en ligne via le site web de la salle. Une invitation de la Chambre de commerce de Sept-Îles et d'Attraction Radio. La salle de spectacle Jean-Marc Dion et CKU Radio présentent ce lundi 10 avril à 20h Alain Morisot et Sweet People. Goodbye River Blue constitue une ultime occasion de retrouver le populaire groupe suisse et de réentendre toutes ces chansons qui font partie de notre patrimoine musical. Des billets sont encore disponibles au 962-0100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.spectacle-7-il.com. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook. Durant l'événement Mon choix de Nissan, Olivier Nissan vous offre la Sentra SV en location à partir de 214 $ par mois. C'est comme payer 49 $ par semaine, incluant le rabais Mon choix de 1250 $. Ou vous cherchez un vrai camion avec de vrais rabais, venez faire l'essai du Titan XD chez Olivier Nissan et obtenez jusqu'à 15 000 $ en rabais. Choisissez Olivier Nissan, 115 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Des conditions s'appliquent, l'offre prend fin le 30 avril. Le ministre responsable de la Côte-Nord, ministre des Ressources naturelles, Pierre Arcan, était de passage à Pointe-Noire hier, tout de suite après son point de presse, où il était entouré des présidents directeurs généraux de Champion Iron, Michael O'Keefe, et du président directeur général de Tata Steel Mineral Canada, Ratchet Sharma. Donc, tout de suite après ce point de presse, j'ai adressé quelques questions au ministre responsable de notre région, Pierre Arcan. Je vous fais entendre l'entrevue dans quelques secondes. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Monsieur Arcan, vous avez l'impression que la relance de cette île fait un grand pas aujourd'hui là, avec la Société ferroviaire et portuaire qui a officiellement des partenaires dans le milieu des mines de fer? Je pense qu'on vient de faire un immense pas aujourd'hui. Depuis nombre d'années, tout le monde se plaignait de l'accès au port de cette île qui représentait un problème. Entre autres, à l'époque où la minière Cliff était propriétaire des terrains. Maintenant, le gouvernement est propriétaire des terrains. On a formé une société en commandite. C'est un concept qui est novateur et qui va permettre à toutes les compagnies minières maintenant d'avoir un accès au quai de cette île. Et donc, déjà, les premiers chiffres nous démontrent en tout cas qu'avec, en même temps, la reprise, si on veut, de l'activité dans le domaine du minerai de fer, les prix sont à la hausse. Ça va nous permettre, évidemment, de pouvoir passer cette année de 1000 tonnes à 14 millions de tonnes, de 1 million de tonnes à 14 millions de tonnes en 2018. Il y a donc un bond extrêmement significatif
positif. Et en ce sens-là, évidemment, on peut être très heureux parce que ça va créer des emplois dans la région et ça va permettre un développement accéléré là, de la fosse du Labrador et ce qui est bénéfique pour cette île et pour la Côte-Nord. C'est une nouvelle en termes de structure quand même qu'on annonce ce matin là, avec l'implication de Champion et de Tata Steel. Là, on a tout réglé le dossier de l'accès au quai multi-usagers. Si je comprends bien, il manquait un connecteur. Ça veut dire qu'à l'automne 2017, là, les bateaux officiellement vont pouvoir charger parce que Tata Steel, la dernière fois, on n'a pas encore eu accès au quai multi-usagers. Là. C'est ça. Mais là, on est en train d'avoir l'accès. On est en train de régler ça. Ce n'est qu'une question de formalité. On a déjà 2 commanditaires, si on veut, qui sont là. Donc, en ce sens-là, c'est très positif. Puis moi, je pense qu'il pourrait y avoir d'autres entreprises qui vont être également intéressées. Et ce qui est important en bout de ligne, c'est que tout le monde a un accès à un quai, ce qui n'était pas le cas auparavant, où encore il y avait beaucoup de discussions, des tarifs importants qui étaient facturés, et donc ça limitait la capacité de développer la région. Et comme vous le savez, dans le domaine du minerai de fer, la question du transport, du coût du transport, elle est fondamentale. Vous pouvez, il y a un coût de production, mais il y a le coût de transport comme tel qui est très important. Il se devait d'être sous contrôle et je pense qu'on a pris les gestes on a fait les gestes pour nous permettre d'être sous contrôle. C'est pas un secteur de l'économie qui semble facile, le minerai de fer quand même. Là. Encore la semaine dernière, il y a eu une chute quand même. Là. Le prix du fer sur les marchés mondiaux a commencé à baisser. Il y a plusieurs experts qui pensent qu'effectivement, il va y avoir d'autres baisses en 2017. Vous êtes confiant que tous ces projets-là, là, on a vu l'étude aussi de Alderan qui pourrait être un autre partenaire dans le monde du fer avec la Société du Plan Nord à Pointe-Noire. Vous êtes confiant que l'avenir, ça va redémarrer dans l'industrie du fer finalement? Il y a des appels d'offres d'abord sur l'usine de bouletage ici. Il y a des gens qui sont intéressés. Alors déjà, il y a un intérêt là. On vient de 2 commanditaires qui viennent de dire qu'ils sont intéressés également à faire partie de cela. Les chiffres sont très prometteurs pour la société ferroviaire. Donc tout ça fait que, à tout le moins, les chiffres, il y aura toujours une espèce de cycle dans ce domaine-là. Mais une chose est certaine actuellement, c'est que les perspectives, moi je suis allé à plusieurs congrès miniers actuellement, et les perspectives sont quand même très positives pour l'avenir. Ce qu'on aimerait en 2017, vous l'avez senti sûrement, cette île, c'est une annonce genre vraiment la réouverture de Bloom ou le lancement de Mine Arnaud. On travaille pour ça au gouvernement du Québec finalement. Bien sûr. On est là-dessus. Je peux vous dire qu'on n'a pas une journée qui se passe sans qu'on ne fait pas les efforts nécessaires. Mais comme vous le voyez, regardez le projet de Tata par exemple, c'est un projet de 1,5 milliard. Comprenez qu'on lève pas ça du jour au lendemain. Ce sont de gros investissements, ce sont des investissements très importants. On travaille sur Mine Arnaud, on travaille sur plusieurs autres projets, mais évidemment, ça prend du capital et les gens veulent s'assurer justement que c'est quelque chose qui sera rentable, bien sûr. Mais je peux simplement vous dire qu'on fait le maximum actuellement pour la région pour pouvoir développer ces projets-là. Il y a beaucoup d'inquiétudes quand même, là, sûrement entendu, là, entre autres du côté de Port-Cartier, la déception qu'il n'y avait pas dans le budget des fonds pour le quai municipal, éventuellement l'industrie forestière, il y a beaucoup d'inquiétudes également. Vous êtes confiant, quoi? Votre gouvernement est quand même très, très sollicité par la Côte-Nord depuis quelques jours. Là. Il y a entre autres un nouveau collectif à cette île qui aimerait un fonds spécial pour aider les PME. Il y en a plusieurs qui sont en grande difficulté. C'est la même chose du côté d'Havre-Saint-Pierre. Est-ce qu'on va répondre à toutes ces demandes-là? Déjà, écoutez, je suis venu il y a un mois avec M. Coiteux. On est venu parler justement d'un fonds qui serait administré par les régions sur des projets régionaux. Alors, on a eu cette rencontre-là à la fin février, début mars. Donc, le gouvernement est très sensible à ça. Au niveau de Capital Mine Énergie, il y a des fonds qui sont disponibles également pour des projets. Alors oui, on est là-dessus. Dans le cas de Port-Cartier, il y a une espèce de vieux litige depuis nombre d'années sur la propriété. La ville de Port-Cartier, dans sa prétention, dit ils ont fait les investissements par le passé, donc le gouvernement devrait subventionner la très grande partie. Alors, ça va se régler finalement à un moment donné. OK. Mais pas en 2017, là, c'était pas dans le budget. On ne sait pas, on verra. Mais vous savez, c'est pas parce qu'il y a un budget qu'il n'y a pas d'autres annonces qui peuvent survenir pendant l'année ou d'autres efforts qui peuvent être faits sur le plan financier. Là, dans le cas de Pointe-Noire, les travaux, ça va être concret en 2017, mais la vraie relance là pour cette île, c'est plus à partir de 2018 qu'il faut s'attendre là, une reprise de l'emploi. On a quand même vécu beaucoup d'exodes là, dans les 2 dernières années. Oui, mais comme je vous dis, il y a 1 million de tonnes. On passe de 1 million de tonnes en 2016 et en 2018, on sera rendu entre 14 et 16 millions de tonnes. Alors, là, il va se passer quelque chose. Là. On va avoir une augmentation très importante
Et les gens de la société ferroviaire et portuaire me disaient justement qu'il y a même d'autres projets, si on est le moindrement optimiste, il y a même d'autres projets qui peuvent se réaliser. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui s'en va dans la bonne direction. Merci beaucoup. Merci. Ben, le ministre a annoncé ce nouveau protocole d'entente avec 2 compagnies minières à Pointe-Noire hier. J'ai enregistré la réaction du maire de Sept-Îles à cette nouvelle. On écoute ses réponses. Alors, ce qui est annoncé ce matin, c'est pas tellement des investissements comme une annonce de structure. Est-ce qu'on améliore nos probabilités d'une bonne relance économique là, dans l'industrie du fer avec ce qui est annoncé ici? Ben oui, c'était une étape qui était incontournable, d'asseoir une entente avec les partenaires. Ce qui est très positif, c'est que ce que M. Sauvé disait tout à l'heure, c'est que ce ne sera pas uniquement réservé à ceux qui sont là présentement. On veut s'assurer que ce soit multi-usagers, ouvert à d'autres éventuels investisseurs. Donc, c'est une formule ouverte qui va permettre de maximiser finalement les infrastructures. Et plus que tu as de joueurs, de toute façon, ben moins ça coûte cher à chacun. Fait que c'est dans l'intérêt de tout le monde, du gouvernement comme des différentes entreprises. Sinon, on franchit une étape importante aujourd'hui. J'ai pas de doute. La première, c'était d'acquérir les installations, les actifs. Ça a été fait, ça a rassuré tout le monde. Mais là, maintenant, c'est assis sur un contrat, une entente. Alors là, on va pouvoir penser que les choses vont aller de l'avant plus rondement, en tout cas. Pas l'impression que la population de cette île est un peu plus pressée que ça, finalement, face au gouvernement du Québec. Il y a eu toutes sortes de demandes, là, entre autres pour aider des PME depuis la fermeture de Trinor. Est-ce que tu aurais l'impression que Québec répond aux attentes quand même? On peut pas aller plus vite non plus pour respecter certaines étapes. Là. Ben, ça c'est clair. Puis on le sait, cette île, la Côte-Nord, les ressources naturelles, ça a toujours été, ça fluctue. Là, on est sur une bonne vague. Les investissements annoncés pareil aussi récemment, là, Wabush 3, même si c'est pas nécessairement générateur de beaucoup de nouveaux emplois, ça stabilise qu'est-ce qu'on a. Champion qui commence à placer ses morceaux, à aller de l'avant avec certains investissements, c'est très positif. Tata Steel qui est ici aujourd'hui, qui va être un joueur important des prochaines années, puis qui s'installe tranquillement aussi. Il nous parle de faire une première livraison là, à l'automne, à partir, on l'espère, du nouveau convoyeur là, qui va être bâti là, tout de suite à la fin du printemps, qui va commencer à se bâtir. Donc, c'est tout du positif, ça. Là. On est en train de s'installer, puis moi, là, j'aime les choses qui s'installent bien, solidement. Faut pas mêler ça avec tout le reste. Oui, il y a des entreprises qui ont des difficultés, des travailleurs qui ont des difficultés, puis ça, c'est vrai, c'est là. Puis ça aussi, il faut le regarder puis y travailler, mais c'est deux choses. Puis moi, je vois un bel avenir là, dans ce qui est en train de se mettre en place, clairement, pour ce type de Côte-Nord. Et le reste, il faut y travailler aussi, là, ça va de soi. Mais en même temps, j'espère que ces signes encourageants-là, on va être capable d'en parler pour ce que c'est. C'est très encourageant. On doit se le dire, regarde, il y en a un avenir pour cette île. On le voit tout le monde, là, c'est important ce qui se passe ici aujourd'hui pour notre avenir. Puis c'est très positif. Fait que, oui, faut le réaliser. Qu'est-ce qui se passe? Faut prendre soin de notre monde, prendre soin de nos entreprises. Puis ça, il faut prendre du temps pour le faire. Mais en même temps, regardons-le le positif qu'il y a là. Et essayons de le voir, puis essayons d'en parler, puis ça devienne contagieux pour justement attirer d'autres mondes. De toutes sortes d'entreprises, petites et moyennes et tout le reste. On a plusieurs chantiers qu'il faut aller qui sont parallèles. Là. Il faut toutes les adresser. Puis on a des belles choses qui s'en viennent. Moi, j'ai même pas de doute. Merci beaucoup. Attitude. La vie, ça n'a pas de prix, c'est vrai. Mais lorsqu'une personne qu'on aime nous quitte, il ne faut surtout pas laisser nos émotions guider certaines de nos décisions. Depuis plus de 30 ans, la Maison funéraire AGM est au service des familles. Et les services exclusifs qui y sont offerts ont été établis pour respecter vos volontés et votre budget. Être accessible et abordable, c'est beaucoup plus que de simples mots. La Maison funéraire AGM, 851 boulevard L'Or à Sept-Îles. 88 962 1011. Comparez et vous gagnerez. Jeudi dernier, le 6 avril, en après-midi, une cinquantaine de personnes étaient réunies à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Sept-Îles pour faire le bilan de 10 ans de croisière internationale chez nous. Et pour parler du plan, on a déposé le plan de croissance, le plan de développement des croisières internationales à Sept-Îles. Destination Sept-Îles, Nakawinanu est le porteur de ce projet d'accueillir des croisiéristes chez nous. On fait justement le bilan de ces 10 ans et on parle de l'avenir des croisières avec Marie-Ève Duguay et Manon Landlois dans quelques secondes. Bonjour, ici Bruno Desrosiers du Resto Bar L'Ambiance.
qui nous rejoint dans les radios locales d'ici, c'est la proximité. C'est un très bon moyen pour mettre en valeur nos idées promotionnelles. Puis au niveau de l'impact clientèle, c'est quasiment instantané. Là. Je dirais dans les quelques heures qui suivent, là, on entend toujours parler de ce qu'on a annoncé à la radio. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. 50 000 visiteurs en 10 ans de croisière internationale. 10 ans, c'est un bon moment pour faire le bilan. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait devant public la semaine dernière du côté de Destination Sept-Îles Nakawinanu. Par la même occasion, la corporation fête son 10e anniversaire. Je pense que Manon Langlois fait partie des fondatrices de cette corporation-là, qui a à la base 3 partenaires, le port de Sept-Îles, la ville de Sept-Îles et le conseil de Banditoum. Manon Langlois est présidente du conseil d'administration, Marie-Ève Duguay, chef d'escale. Bonjour. Bonjour, Jean. Bonjour, Jean. Manon, on peut rappeler, dès le début, là, je pense que tu étais là au début, toi, hein, ou pas loin. Il y avait Mario Sévigny qui était le premier chef d'escale à Sept-Îles, qui était là plusieurs années, là, qui a travaillé fort à structurer tout ça. Effectivement, il y avait plusieurs leaders, là, qui étaient là. Je fais partie des gens qui se sont succédés dans ce beau succès-là, là. Mais j'ai toujours été prêt, toujours intéressé aux croisières internationales à Sept-Îles. C'est une belle aventure jusqu'à maintenant, hein? Je pense que justement 10 ans, c'est une belle occasion de réfléchir sur cette industrie. On parle de 28 escales en 10 ans. Par rapport aux objectifs initiaux, Manon, est-ce qu'on est satisfait de l'évolution de cette industrie-là? C'est pas facile de structurer quelque chose de vraiment nouveau pour Sept-Îles quand même, là. C'est colossal comme travail. On n'a pas idée là, de tout, sur tous les aspects sur lesquels il faut jouer. Oui, on est très content. Ce qu'on s'était dit au début, dans ces années-ci, après 10 ans, on voulait accueillir 20 bateaux et on est à l'aube d'atteindre cet objectif-là. En 2018, c'est atteint. 20 bateaux par année, c'était notre objectif au départ. Exactement. Mais pour la 10e année, là, on savait qu'il y avait un développement à faire et du démarchage et tout ça, là, qu'on n'arriverait pas à 20 bateaux en partant. Parce qu'on s'est aperçu que c'est pas facile. On travaille avec des grosses compagnies à l'international, mais jusqu'à maintenant, c'est très variable, hein, le nombre de croisières qu'on a pu recevoir. Quoi, notre meilleur été, ça a été quoi, 8 bateaux? Il y a eu des étés plus tranquilles, 2-3 bateaux. Oui, c'est 2014, en fait, l'année la plus achalandée qu'il y a eu, avec 10 navires. Il y a eu 2 annulations, par contre. On est très tributaire du climat et du reste de l'échiquier mondial. Donc, oui, 2014 a été une belle année. L'année prochaine sera l'année record, par contre, là, de l'escale, avec plus de 17 000 passagers membres d'équipage à notre quai. On l'a dit souvent, ça se passe surtout l'automne, parce que le Saint-Laurent est reconnu, là, c'est la saison des couleurs qu'on exploite au Québec du côté des croisières internationales. Est-ce qu'on a une difficulté géographique? En général, à Sept-Îles, les bateaux arrivent de Gaspé. Il y a quand même 3 escales sur la Côte-Nord, mais chaque bateau fait pas Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Bécomo, là. Ça se promène d'un bord à l'autre du fleuve, ces escales-là. Pas systématiquement. On le souhaite, on aimerait ça, mais normalement, effectivement, les gens, les navires viennent sur le Saint-Laurent et après, ils choisissent certaines escales, alors qui peuvent être différentes sur le retour ou sur l'aller et le retour, là, dépendamment. On n'est pas les mieux placés géographiquement, finalement. On a une contrainte physique, là, à une bonne planification avec les compagnies qui ont des lignes de croisière internationales. Oui, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte dans le choix des itinéraires. Il y en a environ 25 là, qui vont être discutés. Puis autour de la table, quand c'est le temps de choisir un itinéraire auprès des lignes de croisière, il y a une quinzaine d'intervenants. Cette île va être positionnée beaucoup après Halifax, après Gaspé aussi, comme tu le disais. Puis ensuite, l'escale suivante, c'est souvent Saguenay, au Québec. Donc, on est dans une position relativement stratégique dans la mesure où il y a des grandes distances à couvrir entre les maritimes puis le port de Québec. Donc, entre ces 2 destinations-là, c'est sûr que les lignes de croisière vont faire un choix, là, que ce soit une des 3 escales à Côte-Nord. Et nos forces, actuellement, on travaille déjà avec 11 compagnies différentes. Je pense qu'il y en a des nouvelles qui vont essayer l'escale Sept-Îles prochainement. Une de nos forces, je pense, c'est la collaboration de la communauté autochtone, les Inuits. Là, c'est un peu notre produit d'appel avec les croisières internationales. On aime dire que c'est notre expérience d'appel, effectivement. C'est vraiment la culture
la rencontre des deux cultures, toute la diversité culturelle qu'on a ici, qui est mise en évidence beaucoup et qui est populaire auprès de la clientèle internationale. Alors, on mise énormément sur cet aspect-là, effectivement. Je rajouterais même que ce qui fait notre force ici, c'est vraiment la proximité de la culture Innu, puis de la culture allochtone, ce qui fait que c'est très différent de ce qu'on va voir ailleurs, où certaines communautés sont plus éloignées, disons, de l'expérience touristique en général. Ici, la communauté autochtone et allochtone est très très proche l'une de l'autre, puis ça fait vraiment une de nos forces. L'accueil aussi, de la population en général, ça c'est un des points forts de notre escale. Je trouvais ça intéressant. On a quand même des statistiques. J'imagine que les gens à bord, là, après l'escale Sept-Îles, remplissent des formulaires, nous donnent une indication de leur appréciation. Ça nous permet de nous améliorer au fil des ans aussi. Les gens qui débarquent à Sept-Îles font quoi, là? Entre autres, les îles en Zodiac, ça c'est l'activité la plus populaire. Ça dérougit pas quand il y a des croisières ici, là. Effectivement, mais parmi les excursions les plus populaires, ici à Sept-Îles, on compte un taux de vente d'excursions d'à peu près 35% sur 10 ans, donc c'est à peu près la moyenne. Ça signifie qu'il y a 35% des gens à bord des navires qui vont acheter des excursions. L'excursion en Zodiac est sensiblement toujours à pleine capacité lors des journées d'escale. Le site traditionnel Innu Ténina aussi sur la rivière Moisy, qui est un peu comme notre excursion de masse. C'est l'excursion où on peut amener le plus de gens dans la même heure. C'est très populaire aussi. C'est une reproduction d'un camp autochtone authentique avec dégustation de saumon, le meilleur au monde, soit dit en passant. Il est vraiment extrêmement délicieux. Aussi les excursions dans les différents musées, le Vieux-Poste, le musée régional, le Chapoutoine, c'est des circuits qui sont très très populaires. On parle de 50 000 visiteurs qui ont débarqué de ces beaux gros bateaux de croisière internationale en 10 ans, là. C'est assez difficile, de calculer les retombées de tout ça. On pense qu'on calcule en moyenne, là, une personne va dépasser 110 $ lors d'une escale comme à cette île, là. En fait, ce chiffre-là de 111 $ par personne, c'est sorti d'une étude que Tourisme Québec a commandée il y a maintenant 4 ans. Cette étude-là a été refaite l'année passée, donc durant la dernière saison. Puis les chiffres devraient le sortir incessamment. Il faut comprendre que c'est une moyenne provinciale aussi, donc c'est dans tous les ports d'escale, c'est une moyenne de dépenses par passager. Et ça inclut les excursions et les indépendants. Les indépendants, c'est ceux qui prennent pas d'excursion, puis ils sont plus de la moitié à débarquer à terre puis à aller se promener. Donc les retombées sont extrêmement difficiles à chiffrer dans la mesure où ça dépend du type de navire qui a été sondé. Ça dépend de la journée, s'il faisait beau ou pas. Donc si les gens sont plus sortis ou pas. Donc on est tributaire de plusieurs facteurs, mais en règle générale, là, 111 $ est un chiffre qui me semble adéquat, compte tenu du fait que la valeur moyenne des excursions en vente, là, c'est entre 35 et 45 $ à terre, mais sur le navire, ça représente autour de 150 $. La question se pose, Manon, est-ce que ça valait le coup, là? Au départ, on a investi autour de 30 millions de $. Peut-être pas la ville de cette île, là. La ville a peut-être dépensé 3 millions dans l'aventure croisière internationale. Est-ce que ça valait le coup, selon toi, là? On se donne encore un bon 10 ans, là. On a un plan d'action jusqu'en 2022. On va continuer de développer, mais on est sur une bonne pente? On parle de développement touristique. Alors, faut regarder ça sur une très longue période. En partant, moi, je dis, après 10 ans, on a investi effectivement, la ville de cette île a investi 3 millions pour se doter d'infrastructures. On a un bord de mer qui est extraordinaire, qui profite à toute la population. Et c'est des installations de 30 millions, incluant le Vieux-Poste, où il y a eu énormément d'améliorations sur ce produit-là, qui profite non seulement à la clientèle internationale, mais à d'autres touristes aussi. Alors, juste ça, et ce qui a permis d'ajouter à la qualité de vie de la population, ça en est des retombées qui sont pas chiffrables économiquement, mais qui sont tout aussi importantes. Et ce qu'on travaille actuellement, là, on est à 10 ans, on rentre dans la phase d'adolescence. On va travailler beaucoup avec nos commerçants pour trouver des stratégies pour optimiser les retombées. On a déjà là, des contacts avec eux. Là, pour ça, on travaille des tables pour justement optimiser les retombées économiques. Il y a plein de choses qu'on aimerait améliorer, bien sûr, dans ce cadre-là. En fait, ce qu'on vise, là, le plan d'action jusqu'en 2022, il y a 43 escales, une nouvelle alliance, Canada et la Nouvelle-Angleterre. Donc, dans l'Est de l'Amérique du Nord, il y a 43 escales importantes, puis on veut être au top 15 dans l'appréciation des gens là qui font des croisières internationales comme ça. Là, peut-être de regarder 2017, qu'est-ce qui s'en vient en 2017? Il y a les beaux rendez-vous Sept-Îles 2017. Ça, c'est organisé par Destination Sept-Îles Nakawi-Nanu, les grands voiliers qui s'en viennent, là? Pour être précis, c'est une initiative de la ville de Sept-Îles qui a mandaté Destination Sept-Îles et Tourisme Sept-Îles pour accueillir 5 grands voiliers du 7 au 9 juillet. Il y aura plein d'activités gratuites offertes à la population aussi durant ces journées-là, qui coïncident aussi avec les fêtes du nautisme. Donc, c'est une belle occasion de mettre en valeur tout l'aspect maritime de notre ville, parce que veut pas Sept-Îles, c'est une ville maritime. Donc, ces annonces-là se feront à la fin mai, conjointement avec Tourisme Sept-Îles pour annoncer les
activités qui entourent ça. Ce sera entre autres possible de visiter les navires. Il y aura des parades de voiliers, des courses de voiliers, donc ça va être une très belle période pour nous. Vous avez parlé d'un navire militaire. Est-ce que c'est dans le cadre de ces grands rendez-vous-là? Il y a bien du monde qui aime ça, visiter des navires de guerre aussi, là. Le navire de guerre qui vient nous visiter, c'est un navire de classe Kingston qui est basé à Halifax, donc c'est un navire de défense côtière de la Marine royale canadienne. Et puis il va nous visiter celui-là par contre du 23 juin, au 26 juin, suite à l'escale du Océania Essignan qui va lancer la saison navire de croisière international pour la première fois à cette île dans son itinéraire Rome à Miami, ce qui est quand même un très gros itinéraire. On va visiter le 22 juin puis il va lancer la saison. On a 2 escales estivales cette année, on est très excités. Et les 4 bateaux, il y en a encore quelques-uns là en septembre, octobre, c'est pas mal là que les gens aiment venir voir le Québec, hein, pour ses couleurs surtout. Oui, pour les couleurs. Il y a aussi une question de repositionnement des navires entre la Méditerranée et les Caraïbes. Donc l'automne est une zone tampon pour les lignes de croisière. Donc ils viennent visiter le Saint-Laurent entre la Méditerranée et les Caraïbes. Puis le 16 août, on va avoir le Regent Seven Seas Navigator qui est aussi un nouveau client. Et le 18 septembre, le Marco Polo qui est de retour. Et fin septembre, le Saga Saphir qui est de retour aussi. Et ça se planifie plus d'1 an d'avance. On sait déjà qu'on aura le Queen Mary 2 en 2018, mais plein d'autres navires, hein. Ça va être l'année cette île pour les croisières du Saint-Laurent en 2018. Oui, c'est certain que c'est pour toutes les escales du Saint-Laurent, en fait, ça va être une année record. On regarde déjà les prévisions pour Saguenay, pour Gaspé. C'est déjà une année record pour à peu près tous les ports d'escale, pour Havre-Saint-Pierre aussi, pour Bécomo. Donc, c'est une très belle année pour les croisières sur le Saint-Laurent en général. Puis cette île, ce que ça représente, je crois l'avoir mentionné, mais c'est 17 000 passagers membres d'équipage, ce qui est très, très considérable parce que malgré le fait qu'on ait 13 navires sur 13 jours d'escale, c'est vraiment le nombre de passagers membres d'équipage qui est à souligner puisque c'est des navires quand même d'une belle capacité. Puis pour nous, ça représente un beau défi aussi d'accueillir autant de gens en si peu de temps. On aimerait bien sûr les accueillir convenablement. On parle d'un pavillon éventuellement, hein, le chapiteau là qu'on remonte et qu'on démonte à chaque fois. Il y a des coûts, il commence à être âgé. On aimerait ça aménager un pavillon d'accueil pour les croisières internationales, un projet aussi qui va sans doute servir à la communauté de cette île là, pas juste quand il y a des visiteurs chez nous. On aimerait ça qui serait prêt pour 2018, j'imagine. Absolument, mais il faut dire que parmi les 9 escales, nous sommes les seuls qui n'avons pas de pavillon permanent. Fonctionne avec un chapiteau. Puis, comme vous le dites, ça occasionne des frais très colossaux pour monter, démonter, accueillir, le chauffage parce que on est en automne. Il y a un paquet de frais autour du chapiteau actuellement qui sont considérables. Alors ce qu'on est en train de regarder, puis il y a une opportunité qui est là pour nous, qui a des subventions par le ministère du Tourisme du Québec. Alors on se dit, on a déposé un projet, fallait le déposer avant le 31 mars, alors fallait déposer un scénario. C'est ce qu'on a fait. Alors on a regardé avec un bâtiment qui est déjà existant et qui peut servir, comme vous dites, à d'autres fins, à des organismes à but non lucratif ici qui n'ont pas de locaux et qui pourraient s'en servir là, pendant la saison morte là, de la saison du tourisme international. Dans le fond, ça sert aux deux et le coût qu'on prévoit là, qui pourrait coûter à la ville, c'est des dépenses, c'est l'équivalent de dépenses pour la ville actuellement de 2 ans et demi à peu près. Alors après ça, on n'a plus besoin des dépenser là, ces sommes-là. En fait, la gentillesse de la population de cette île, c'est ce qui est le plus apprécié des croisiéristes qui débarquent chez nous. Qu'est-ce qu'on aimerait améliorer en terminant là dans une perspective 2022? Le bas de la ville, entre autres, hein, les gens débarquent déjà tout ce qu'on améliore là, le sens unique, les améliorations sur Arnaud, c'est intéressant pour l'industrie des croisières, pour la population de cette île, pour le tourisme en général. Hein? Oui, tout notre développement est toujours réfléchi dans cette optique-là. On travaille de très près avec Tourisme cette île pour faire du développement conjointement, pour être sûr qu'on aligne nos flûtes, comme on dit. Donc, tout ce développement-là est toujours fait dans une optique de développement durable, le plus possible. Et puis, il y a d'autres investissements qui s'en viennent au niveau des infrastructures touristiques. Il y a des belles subventions aussi qui sont disponibles. Le gouvernement du Québec a annoncé pour le Tourisme Québec des investissements majeurs, des enveloppes majeures pour le développement. Donc, on va tout faire au maximum pour que cet argent-là, tout le monde puisse en bénéficier chez nous. Donc, ce qu'on souhaiterait améliorer davantage, il y a plusieurs points, en fait. C'est sûr qu'on regarde les évaluations des lignes de croisière à chaque année. Nos infrastructures portuaires sont déjà de calibre mondial. On a des infrastructures qui sont enviées. On a même un client qui est venu ici visiter expressément les infrastructures portuaires comme il était très impressionné. Il voulait les voir. C'est les gens de Disney, ça, qui nous a parlé. Hein? On a hâte d'y voir, les gens de Disney. On aimerait beaucoup les recevoir. Ils sont venus l'automne passé, en septembre, visiter la destination. Ils en ont profité pour visiter Saguenay et Québec, qui sont aussi 2 destinations qui visent pour entrer dans le Saint-Laurent en 2020. Ce qu'on aimerait améliorer, en fait, c'est surtout les points qui
sont soulevés par les lignes de croisière. Je pense entre autres à l'expérience magasinage qui pourrait être bonifiée, au service aussi, les journées d'escale pour qu'ils soient disponibles, puis aussi le portfolio d'excursions. On cherche à créer des nouveaux attraits puis des nouveaux circuits qui vont permettre d'accueillir plus de gens, d'augmenter la capacité d'accueil. À suivre. Et puis bien sûr, Destination Sept-Îles Nakawinanu. C'est un beau partenariat. Il y en a pas tant que ça à Sept-Îles, des partenariats entre les Inuits et la communauté blanche finalement. C'est qu'on va continuer de miser sur ce partenariat-là, j'imagine. C'est un excellent point et c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment ce qui a contribué à notre succès et on pense que c'est ce qui est le gage de notre succès futur aussi. Là, c'est la collaboration puis la mobilisation de toutes nos forces. Alors on a depuis le départ là, la ville de Sept-Îles, le port de Sept-Îles qui s'implique activement et la communauté Innu et la population, les commerçants, touristes Sept-Îles. On a plein de partenaires qui travaillent étroitement avec nous pour assurer le succès parce que on travaille sur plusieurs fronts là, pour les croisières. C'est pas seulement l'accueil, c'est pas seulement le quai, c'est énormément de facteurs là qu'il faut travailler ensemble. Et la saison des croisières commence dès le mois de juin, comme on l'a dit. Manon Langlois, présidente du conseil d'administration de la corporation, Marie-Ève Duguay, chef d'escale à Destination Sept-Îles Nakawinanu. Un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude. Merci Jean. Merci Jean. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. Pascal Automobile est prêt pour le printemps et c'est vous qui en profitez avec une offre solide sur toute sa gamme GM. Profitez de rabais jusqu'à 10 500 $ et des taux de financement aussi bas que 0% jusqu'à 84 mois. Vous pouvez aussi louer votre GM à un prix tout aussi avantageux. Des GM fiables, renouvelés et économiques à un prix plus que compétitif. Découvrez de nouveaux horizons. Tout ça chez Pascal Automobile. C'est le retour des timbres chez IGA. Obtenez un timbre pour chaque tranche de 10 $ d'achat sur présentation de votre carte Air Miles. Vous pourriez économiser jusqu'à 97% sur des produits WMF. C'est quoi les produits WMF? Des contenants en verre de qualité qui gardent les aliments frais, qui vont au lave-vaisselle et qui passent du congélateur au four. Ben là, parfait pour quand je suis pressé. En plus, en téléchargeant l'application Timbre IGA, vous obtenez 5 timbres en prime. Ouais, on serait fou de passer à côté. Certaines conditions s'appliquent. Détails en magasin ou sur IGA.net. Les séries éliminatoires de la LNH arrivent à grands pas. Pour tout savoir sur le Canadien et les équipes qui se disputeront la Coupe Stanley, rendez-vous sur absolumentfan.com et écoutez les capsules Absolument Fan diffusées sur nos ondes en fin de journée. Vous serez les premiers informés avec absolumentfan.com. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? N'importe quoi, je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les douces soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Avec le printemps, on pense horticulture, jardinage et ça s'en vient. On a hâte qu'à fonde la neige maintenant. Là, quoi qu'il reste quelques belles semaines de ski aussi. Mais on va parler de jardinage. Oui, effectivement. Les gens, ça va mieux que le micro ouvert. Ben oui, gardons ça. Effectivement. Mais oui, c'est ça. On est en train de penser jardinage et tellement que on pense peut-être se réserver un petit coin du jardin communautaire Pousse-Pousse. Pour en parler ce midi, on reçoit la présidente du comité du conseil d'administration du jardin communautaire Pousse-Pousse, Marie-Chantal Gauvreau. Bon midi. Bonjour. Bon midi. Ça commence à prendre forme, hein, ce fameux jardin-là. Je lisais sur votre page Facebook que c'est en 2015 que l'idée a commencé à germer, là, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Où vous en êtes rendu dans ce projet-là? Ben on y arrive là. Ce printemps, on procède à l'ouverture officielle. Donc on est vraiment content. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus sur ce projet-là. Puis ce qui a été le plus difficile dans tout ça, c'est d'aller chercher vraiment des subventions, avoir des sous pour pouvoir construire l'aménagement.
Mais sinon, le monde embarque là, à 100%. Là, ah oui, super. Ah oui, donc vous allez avoir quand même, c'est un beau projet. Quand on dit jardin communautaire, vraiment, vous allez intégrer toute la communauté, toute la population dans ce jardin-là. Vous avez 4 volets, hein, je pense, 4 sections qui vont être réservées pour différentes parties de la population. Oui, ben c'est ça. Nous, on voulait vraiment intégrer tout le monde dans ce projet-là. Donc, c'est pour ça qu'on a divisé le jardin en différentes zones. Il y a vraiment une zone pour le secteur public. C'est toute la population. Le jardin, il est situé dans le secteur Jacques-Cartier, mais on l'ouvre vraiment à toute la population. Entre l'école et la commission scolaire du littoral, hein. Il est resté un beau trou, là, dans ce coin-là. Ah oui, ça va embellir le milieu, c'est sûr. Mais c'est ça. Fait qu'on a une section vraiment pour le public, toute la population de cette île, puis de la communauté aussi Ouachak-Mayotenam, on les invite aussi à participer. Puis on a fait aussi réserver des zones pour les écoles. L'école Jacques-Cartier est juste à côté, puis eux, ils font un marché public. Souvent, donc on voulait essayer d'avoir une collaboration avec les écoles et aussi avoir un côté éducatif à tout ça. Puis on a une section pour les organismes communautaires. On a 17 jardiniers réservés pour eux. Fait qu'eux aussi, là, ils vont pouvoir s'inscrire. Puis je tiens à noter que c'est gratuit pour les organismes communautaires pour les écoles. Puis on a aussi une section mobilité réduite. Donc les gens qui sont en chaise roulante ou même encore qui ont des mal de dos, peu importe, les bacs vont être surélevés. Ah. On a pensé à tout? Ben oui, vraiment, c'est ça. Mais tu sais, en lisant sur le jardin communautaire, puis en entendant justement ce que tu as à dire là-dessus, on se rend compte que c'est pas juste un endroit pour faire pousser nos légumes, faire pousser nos fleurs, nos choses comme ça. Ça devient vraiment une espèce de projet de communauté, là. Ah oui, puis c'est ça qu'on voulait, vraiment un lieu d'échange, là, à tous les niveaux. On veut briser l'isolement aussi, les gens qui peuvent se sentir ça va être social. Ça va être social, tu sais, aller parler des choses qui ont des intérêts communs, les gens vont avoir des intérêts communs, quelque chose à jaser, puis voir du monde aussi. Puis aussi le côté échange intergénérationnel avec les jeunes, puis aussi avec les personnes qui sont à la retraite, les personnes âgées. Souvent, ils ont le pouce vert, ces gens-là, plus que les jeunes, des fois, là, parfois. Donc, on veut vraiment créer des échanges par rapport à ça. Donc là, vous allez être présent au Salon du Printemps aux Galeries Montagnaise. Ça se passe la fin de semaine prochaine, 22 et 23 avril. On va pouvoir aller vous rencontrer là-bas, puis déjà, je crois, se réserver notre petite place dans le jardin, hein? Oui, c'est le moment des inscriptions. On l'attendait, celle-là. On a vraiment hâte de voir là, les gens, comment que ça va répondre. Mais jusqu'à maintenant, on en entend bien parler, puis les gens sont intéressés. Donc, c'est les inscriptions. C'est vraiment premier arrivé, premier servi. On va être au Salon du Printemps. C'est les heures d'ouverture là, du magasin, là, dès 9h30 le samedi matin. On va être là. On va prendre des inscriptions. C'est 30$ par jardinet. Puis, il faut être membre de l'organisme qui est 5$. Fait que c'est un total de 35$ là, pour avoir le jardinet pour tout l'été. Là. Et c'est combien? C'est gros comment, ça, notre place qu'on achète finalement? Oui, ben en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que le jardin, il va être hors terre. Étant donné là, le sol qu'on avait là-bas, on a décidé vraiment de le faire hors terre. Ça va être en smart pot. C'est des pots vraiment faits pour l'agriculture urbaine. C'est avec du géotextile, donc ça respire bien. C'est vraiment fait pour ça. Donc, un smart pot correspond à un jardinet correspond à 2 smart pots de 12 pieds par 16 pouces. Donc, pour 30$, 35$, là, ça va être ça. Ouais, on a quand même de l'espace pour jardiner à notre goût cet été. Donc carte de membre aussi là, 5$, c'est quoi l'avantage d'être membre pour ce jardin communautaire? On va faire des formations cet été, on a des partenariats là qui s'en viennent pour avoir des formations sur l'agriculture urbaine puis aussi quoi cultiver par chez nous parce que on n'a pas le même climat que partout là, qu'ailleurs, c'est un peu plus frisquet, mais les légumes et les fruits ils poussent quand même très bien. Donc, on donne des formations. Ça va être aussi le fait d'être membre, ça donne des privilèges à avoir l'information d'avance aussi, puis aussi avoir le jardinet. On n'a pas le choix d'être membre pour avoir un jardinet. Donc. J'ai l'impression qu'il va falloir y aller assez de bonne heure pour se réserver une aussi, place. Hein? Je crois qu'ils peuvent partir en quoi? On a un nombre limité de jardinets. Là, Oui, on a 66 jardinets pour le secteur public. Ça peut disparaître vite, ça. Je pense qu'il va falloir être là de bonne heure. Quoi. C'est quoi la première date, là? À 9h le matin? Oui, le 22 avril. Le 22 avril à 9h le matin aux Galeries. C'est ça, ouais. On va se réveiller tôt pour aller réserver ça. Mais franchement, un beau projet. Puis je pense que tu as une belle équipe aussi avec toi. Ah oui, vraiment, une chance qu'ils sont là. On est le conseil d'administration, on travaille vraiment fort depuis le début. Puis aussi, je veux remercier aussi les partenaires officiels du projet, qui est la MRC de Cette-Rivière puis Centraide-Duplessis,
qui nous ont vraiment beaucoup aidés financièrement. Chapeau à la conseillère Charlotte Audette qui a donné le petit coup de pouce de départ. Là, je pense que c'était même son idée, hein, à la base. Oui, ça venait un peu d'elle. En fait, c'est moi qui ai lancé l'idée à Charlotte, puis c'est elle qui l'a pris à bras grands ouverts, puis qui en a parlé au conseil, puis elle m'a beaucoup aidé dès le départ, là, oui. Un endroit une belle façon d'avoir une vie de quartier, je trouve. Oui, une vie de quartier, une vie de communauté, puis un endroit qui va embellir aussi le quartier. Plus. Ça va être bien le fun, ça, cet été. Donc, on vous rappelle, 22 et 23 avril pour le Salon du Printemps aux Galeries Montagnaises. Après Arrivez ça, il va tôt rester pour juste à réserver, fond de la neige, finalement. Oui. Hein, c'est encore pour quelques jours aussi. Exactement. Donc, Marie-Chantal Gauvreau, qui est la présidente du conseil d'administration du Jardin communautaire Pousse-Pousse. Merci beaucoup d'être venue nous voir ce midi. Ça fait plaisir. Merci à vous. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. Voici un message de la ville de Sept-Îles. La ville de Sept-Îles informe la population de la levée de l'avis préventif d'ébullition en vigueur depuis le 5 avril dernier. Et ce, pour tous les secteurs, à l'exception du secteur Clark. Il n'est donc maintenant plus nécessaire de faire bouillir l'eau avant consommation, sauf pour les résidents de Clark qui doivent continuer de faire bouillir leur eau 1 minute avant consommation. Et ce, jusqu'à avis contraire. Je répète, la ville de Sept-Îles informe la population de la levée de l'avis préventif d'ébullition en vigueur depuis le 5 avril dernier, et ce, pour tous les secteurs, à l'exception du secteur Clark. Il n'est donc maintenant plus nécessaire de faire bouillir l'eau avant consommation, sauf pour les résidents de Clark qui doivent continuer de faire bouillir leur eau 1 minute avant consommation, et ce, jusqu'à avis contraire. La ville de Sept-Îles profite de l'occasion pour remercier les citoyens de leur collaboration. Bonjour, mon nom est Michel Delavance de Sept-Îles Honda. Ce qui est plaisant avec la radio, c'est la rapidité de réponse, le retour. À chaque reprise qu'on a des interventions à la radio, on en ressent tout de suite les avantages. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une présence régulière. C'est ce qui fait en sorte que les gens n'oublient pas nos produits. Attraction Radio peut répondre d'une façon très rapide à nos demandes en ce qui concerne le lien qu'on veut avoir avec notre clientèle. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. La nouvelle d'intérêt, c'est surtout des informations économiques qu'on veut partager avec vous le lundi dans cette chronique. Steve Chappado est avec nous. C'est la 3e semaine de notre chronique La nouvelle d'intérêt. Bonjour Steve. Bonjour Jean, bonjour Valérie. Tu sais qu'on avait l'embarras du choix aujourd'hui, hein, des sujets économiques. Il y en a eu beaucoup dans la dernière semaine. On va surtout parler de l'annonce d'hier, la venue du ministre. Tu y étais. Il y avait quand même une 40aine de personnes, peut-être une 50aine de personnes là présents à Pointe-Noire hier. Il y avait aussi 2 PDG de compagnies minières importantes, je pense, pour l'avenir de Sept-Îles et la Côte-Nord. Tata Steel qui investit 1,5 milliard de dollars et Champion qui veut réouvrir la mine du lac Bloom. Mais c'est une toute nouvelle structure. La société ferroviaire et portuaire prend forme d'une façon, je dirais, inattendue un peu, hein? Depuis le tout début, là, je pense que ça vaut la peine pour les gens qui nous écoutent de faire un petit rappel historique. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui au niveau de la Pointe-Noire? Faut se rappeler, dans le temps, Cliff exploitait sa propre mine à Wabush et avait ses propres installations à cette île depuis les années 50 et 60. Donc, avait ses propres terrains, son propre quai, son propre lieu d'entreposage, avec l'ensemble des infrastructures qui lui appartenaient. Et on a vu l'acquisition aussi de Thompson, Consolidated Thompson, en 2009-2010, pour justement faire l'acquisition de la mine du lac Bloom, et aussi du lieu de débarquement que Consolidated avait érigé entre Cliff et Alouette. Oui. Pour la fameuse transaction de 4,9 milliards qui malheureusement a mené Cliff à sa perte avec la baisse des métaux, des prix du fer. Donc ça a amené justement un lourd capital à supporter. Et dans le temps, Cliff avait un coût la tonne d'à peu près 80-90 $. Donc avec la baisse des marchés. Donc ce qui a amené à sa faillite et concrètement, mais le port en parallèle, eux avaient commencé déjà à ériger le quai multi-usager dans une utilisation future avec une négociation des droits de passage avec Cliff. Bon, ça a été ardu pendant que Cliff était encore en vie. Même il y a eu certains litiges où le port avait emmené revendiquait justement un rail fédéral pour permettre le passage forcé sur le terrain de Cliff. Et avec la faillite, mais ça a retardé l'ensemble de ces conclusions-là.
Ouais, Cliff avait un certain contrôle, hein, parce que des terrains entre Alouette puis Cliff à Pointe-Noire, il n'y a pas d'espace pour entreposer, pour avoir accès au quai. Cliff avait le contrôle là-dessus. C'est ce qu'il fallait régler, justement. Il y avait le gros bout du bâton, peu importe, puis on voit que le quai multi-usagé pouvait seulement être construit dans cette zone-là en fonction de la profondeur des eaux. Et n'avait pas le choix de passer sur le terrain de Cliff. Et Cliff avait le gros bout du bâton pour négocier les droits de passage. Avec la faillite, il y a eu un délai d'1 an, le temps que le syndic prépare son dossier. Et finalement, en début 2016, en mars, le gouvernement finalement achète les actifs de Cliff, l'ensemble des terrains, l'entreposage, l'usine de bouletage et même les quais qui appartenaient à Cliff par la Société du Plan Nord. Donc, c'est de façon concrète, c'est Investissement Québec, Ressources Québec qui a avancé l'argent pour faire l'acquisition, étant donné qu'ils avaient les sous nécessaires. Et la transaction qu'on a vue hier, notamment l'annonce, c'est la Société du Plan Nord qui a racheté de Ressources Québec les actifs de l'ensemble de la Pointe-Noire. Et ça, c'était une nouvelle tout à fait réjouissante pour notre économie. Hein. On rendait accessible des installations de 220 millions qu'on a hâte de voir servir quand même. Là. Il y a des gens qui nous disaient qu'ils ont hâte de voir se salir, ce quai multi-usagé-là, flambant neuf. Là. Oui, puis par rapport à l'annonce d'hier, une société en commandite pour le commun des mortels, là, qu'est-ce que ça mange en hiver? Parce que le gouvernement, vous le passez sur les ondes, différents médias en parlent rapidement, mais c'est quoi une société en commandite? Mais c'est vraiment, c'est un groupe de personnes ou d'organisations qui travaillent ensemble pour exploiter une entreprise et se nomment des associés. Il y a 2 catégories d'associés. Il y a les commanditaires qui, eux, fournissent soit de l'argent ou encore des actifs. En l'occurrence, la Société du Plan Nord qui est devenue propriétaire de l'ensemble des terrains, des infrastructures qui, elle, met une mise de fonds dans la société pour les actifs. Ça, c'est le côté, il y a uniquement un commanditaire, la Société du Plan Nord, mais aussi des commandités. L'annonce d'hier, c'est qu'on a vu, c'est que les commandités, c'est eux font uniquement la gestion, puis ont une responsabilité par rapport aux opérations. Puis on a vu hier, c'était un conseil d'administration formé de 3 entités, à savoir la Société du Plan Nord, qui est également commanditaire, mais commandité, Tata Steel et Minerai de Fer Champion. Et il pourrait s'en rajouter, hein. Mine Arnaud, si ça décolle, va devenir automatiquement probablement un partenaire de cette société ferroviaire et portuaire. L'apatite va aussi passer par le quai multi-usagé. On parlait la semaine dernière d'Alderon, là, qui a sorti des études. C'est un autre joueur, la mine Camille est dans le même secteur. Ça aussi, ça transiterait par le quai multi-usagé. Donc, il pourra se rajouter des commandités. Ben exactement, c'est ce que permet la structure juridique. Hein? Hier, ça a été l'annonce de la structure juridique, de la coquille, parce que s'il y aurait pu avoir d'entente entre les compagnies minières et le gouvernement, mais ça aurait été encore le gouvernement qui aurait été propriétaire unique de ce secteur-là. Tandis que là, c'est la gestion. Le gouvernement est toujours propriétaire à 100% comme commanditaire, mais la gestion est maintenant partagée entre 3 entités et permet l'ajout de commandités additionnelles. Tu le mentionnes, Jean, avec notamment Alderon et Mine Arnaud qui pourront faire partie de la gestion de Pointe-Noire. C'est spécial comme structure, Steve, là. Est-ce que ça existe ailleurs? Parce que je regarde hier, Tata Steel puis Champion, dans le fond, ça peut être des compétiteurs sur le marché international du fer. Et là, ils vont partager des choses ensemble, là, pour rendre leur projet plus rentable, si je comprends bien, là. C'est des compétiteurs qui sont assis à la même table. Oui, mais il faut voir les avantages qu'on a à travailler ensemble. Hein. C'est parce que on l'a vu avec l'expérience de Thomson et de Cliff qui travaillaient de façon séparée, hein, avant l'achat, bien sûr. C'est que Consolidated a dû ériger des infrastructures en parallèle, hein, un quai de débarquement, et même devait faire du déversage au large, hein, avec des barges pour pouvoir alimenter les bateaux. Tandis que là, actuellement, on a l'ensemble des infrastructures portuaires, les infrastructures d'entreposage, et même, le ministre l'a annoncé, il y a un appel d'offres justement qui est en cours pour l'usine de bouletage. Donc, il y a des entreprises intéressées à repartir l'usine de bouletage. Avec un appel d'offres, étant donné que la Société du Plan Nord est propriétaire, donc s'il y a un appel d'offres, donc il y a plus que 2 entreprises intéressées. Donc, on voit qu'il y a de l'intérêt également pour l'usine de bouletage. Et le ministre l'a également annoncé hier, même ce matin, il était à Salut Bonjour en direct à 7h ce matin, puis il nous disait que de façon très optimiste, entre 14 et 16 millions de tonnes en 2018. Donc, dès l'an prochain, ça serait pas utopique de penser ça.
qu'on pense Alderon, est même pas dans les plans parce que Tata Steel environ 6 millions de tonnes et Champion environ 8 millions de tonnes. Donc on peut penser que c'est ces deux projets-là qui sont le plus apportés, qui vont alimenter Pointe-Noire pour 14 millions de tonnes dès l'an prochain. En plus d'un 8 millions de tonnes si Alderon se concrétise à moyen terme, plus les actifs, plus le mine Arnaud. Donc, on peut penser qu'à moyen terme, là, ça regarde très, très bien au niveau de Pointe-Noire. C'est sûr que le ministre avait de la misère à mettre un chiffre, là. Tout le monde lui demande, mais combien d'emplois? Entre autres, à TVA, hier, c'était la question. C'est assez dur à chiffrer, mais là, on a une structure pour la reprise de nos activités dans l'industrie du fer, dans l'industrie minière en général à cette île-là. Mais si on peut penser, avant, lorsque Cliff était en opération avec l'usine de bouletage, il y avait à peu près 350, sinon 400 employés qui travaillaient sur le site de Pointe-Noire. Est-ce qu'on peut penser que ça peut remonter à ce niveau-là? Je pense qu'on peut certainement envisager là, que oui. Là-dessus, on parle de projets porteurs, de projets qui sont apportés. Champion, sont en phase de financement, puis le directeur de projet, M. Cataford, est venu le mois passé et il nous a mentionné justement que les projets, avec la cédule, si le financement était conclu d'ici le mois de juin, cet automne, Lac Bloom est en démarrage. Et l'annonce d'hier pour la construction du convoyeur aussi, qui relie Cliff, la Société du Plan Nord, avec le quai multi-usagé, ça serait réalisé cet automne. On se croise les doigts. Ça serait vraiment bien pour l'économie de cette île. En terminant, Steve, il y a peut-être des gens qui ont eu de la vision là-dedans. Là, on utilise d'ailleurs l'expression multi-usagé. Nous, à cette île, on l'a d'abord associé au quai multi-usagé du port de cette île depuis plusieurs années. Les gens du port de cette île, finalement, c'est leur formule qui est reprise là. Ils ont peut-être agi avec vision dans le temps. Moi, je pense qu'il faut reconnaître que le port de Sept-Îles était extrêmement visionnaire. C'est une formule de partenariat qu'on a rarement vue pour des projets de cette ampleur-là. Et je pense que ultimement, ça a pour but d'engager également les clients potentiels pour pas que l'exemple du port ne prenne pas les risques seuls d'assumer seul l'infrastructure. Donc, ils partagent le risque avec les futurs usagers qui, en plus de contribuer à l'infrastructure en tant que telle, mais vont éventuellement aussi verser des revenus pour utiliser les services. Donc, on voit que c'est un petit peu le même principe qui se dessine pour également la Société ferroviaire et portuaire. Eh bien, c'est porteur de bonnes nouvelles, ce qui était annoncé hier par le ministre et les gens de Tata Steel et Champion Iron à Pointe-Noire. Des bonnes nouvelles économiques comme ça, on en veut à tous les semaines. Steve, alors tu reviens nous voir la semaine prochaine, c'est férié, mais dans 15 jours, on aura d'autres bonnes nouvelles comme ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Un gros merci. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie Desjardins-des-Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Ben voilà, ça complète notre émission de ce lundi 10 avril 2017. Valérie, un gros merci pour la co-animation de ce midi. Merci à toi. Merci à toi, Jean. Oui, merci à toi, Jean. Toujours un plaisir. Demain, Tommy Auger de Cogeco TV sera avec moi à Côte-Nord Attitude. Il y a 2 conférences de presse demain matin du côté de la Chambre de commerce, mais aussi du côté du Salon du Livre où on va dévoiler sans doute demain midi. Là, on aura tous les détails concernant la prochaine édition du Salon du Livre de la Côte-Nord. Bon après-midi tout le monde.